Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire sur les managers français sont-ils à la traîne d'un point de vue européen. Donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc moi c'est Tiffaine Gagné, je suis en charge du conseil chez Gold Place to Work France et je suis accompagnée de Laetitia. Bonjour Tiffane. Alors donc rapidement, puisque nous accueillons ce webinaire, quelques mots sur Great Place to Work pour que vous puissiez bien nous situer. Donc Great Place to Work, c'est une entreprise de diagnostic et de conseil en matière d'expérience collaborateur. Donc nous sommes notamment connus pour notre programme de labellisation sur l'ensemble du globe, mais nous faisons aussi donc des prises de parole comme aujourd'hui ou aussi des missions de conseil. Donc vous voyez, en France, on a la chance de suivre 600 organisations et notamment sur ces 600 organisations, nous avons 300 certifiés et 100 lauréats que nous suivons tous les ans. Et dans le monde, vous voyez 21 000 organisations, 20 millions de collaborateurs interrogés dans 70 pays. Donc, ça faisait tout à fait sens pour nous de pouvoir partager avec vous les différents insights que nous avons pu repérer, certes en France, mais aussi en Europe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraissait important de vous repartager ce qu'était l'expérience collaborateur pour nous, puisqu'on va beaucoup en parler, notamment de facteurs disruptifs de cette expérience collaborateur. Alors très rapidement, puisque je pense que nous sommes entre spécialistes, ce cycle de l'expérience collaborateur, en fait, c'est l'ensemble des perceptions que ressent le collaborateur au sein de son organisation tout au long de son parcours professionnel. Vous voyez ce cercle à droite de la slide avec les différents points de contact entre le collaborateur et son entreprise. Avec effectivement eh bien pour chacun de ces points, des pratiques RH et managériales à mettre en musique et à faire vivre. Mais une fois que l'on s'est dit ça, eh bien, on ne peut pas nier qu'il y a déjà en 2024, ce sera sans doute le cas en 2025, des facteurs de disruption de cette expérience collaborateur. Donc en voici 5. Alors ce n'est pas exhaustif, mais ce sont ceux sur lesquels nous avons décidé de nous concentrer aujourd'hui. La rétention des talents, la RSE, l'intelligence artificielle, la flexibilité du travail en termes de lieu, mais aussi en termes de temps, et la santé mentale qui, je vous le rappelle, est la grande cause nationale pour 2025. Et nous allons, pour commenter ces différentes disruptions, nous pencher sur de la data. Donc nous avons récupéré par 2 biais une enquête que nous avons passée sur un échantillon représentatif donc d'actifs français, 4000 répondants, et aussi une enquête que nous avons menée auprès d'un peu plus de 25 000 répondants en Europe. Sachant que ces résultats au niveau européen, vous avez cette chance-là de les avoir en avant-première. Mais nous avons encore un petit peu d'échange à faire entre les différents bureaux Great Place to Work avant de pouvoir vraiment vous partager ces chiffres et surtout vous permettre de télécharger le rapport. Donc ce rapport sera disponible en janvier. Et en attendant, eh bien, je compte sur vous pour nous écouter, pour prendre bonne note avant d'avoir de belles slides pour janvier. D'ailleurs, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à bien les mettre dans le chat. On les regardera avec grande attention et on y répondra à la fin de cette session. Alors, le premier facteur que l'on voulait vous partager, c'est la rétention des talents. Donc, vous le savez, la guerre des talents, c'est quelque chose dont on se parle depuis plusieurs années déjà, et nous souhaitons vous partager ce qui se passe au niveau européen. On voit sur cette slide qu'en fait, les collaborateurs européens ont des différences de niveau de satisfaction vis-à-vis de leur entreprise. Vous voyez donc ce graphique qui reprend le pourcentage de taux de réponse positif des collaborateurs interrogés sur la question. Dans l'ensemble, je peux dire que c'est une entreprise où il fait vraiment bon travailler, qui est une de nos questions fétiches chez Great Place to Work. Et vous voyez par pays ce classement avec une moyenne européenne à 59% positif. Vous voyez que la France est assez en retrait avec d'autres pays d'Europe du Sud et la Pologne. Voilà, donc on va essayer d'y réfléchir ensemble, mais le premier constat est assez net. Si on continue,
on se rend compte que, au-delà de leur satisfaction, il y a aussi un enjeu de fidélisation, des collaborateurs et ce, dans la plupart des pays d'Europe. Alors forcément, un petit peu plus en Europe du Sud et au Royaume-Uni, mais, même dans les autres pays, ce sont des scores qui sont, disons, corrects sans plus. Vous voyez sur le graphique, donc les répondants ont répondu à la question suivante: «Chercherez-vous un nouvel emploi cette année?» Et vous voyez que certains ont répondu: «Non, je suis satisfait», peut-être ou «Oui, j'aimerais quitter mon entreprise». Vous voyez, la France est en deuxième position avec 44 de satisfait, 18 de peut-être et 38 de «J'aimerais quitter mon entreprise». Naturellement, c'est pas toujours aussi simple puisqu'on peut, déclarer vouloir quitter son entreprise et pas forcément, enfin faire des démarches pour ce faire, pour des raisons même parfois très rationnelles, hein, de viabilité, économique, de son propre voilà, D'opportunités. d'opportunités et cetera, en fonction du territoire dans lequel, on se trouve également, au niveau aussi de où là où on est, en termes de carrière. D'ailleurs, en parlant de carrière, c'est quelque chose qu'on remarque en particulier chez les jeunes, collaborateurs. Vous voyez ici, que, c'est reclassé au niveau, en avec les différentes catégories d'âge. On voit les 18-24 ans et les 25-34 ans, qui ont, cette envie, d'aller peut-être voir, d'autres entreprises, d'autres jobs, et ce davantage que les plus anciens, d'entre nous. C'est aussi ceux auxquels on propose davantage les contrats les plus précaires, les contrats les plus courts, et cetera. Donc il y a ça marche un peu dans les 2 sens, c'est-à-dire que les organisations jouent leur rôle aussi là-dedans, en proposant davantage de contrats, à durée déterminée à des jeunes collaborateurs plutôt qu'à des plus anciens. Donc c'est, voilà, ça marche dans les 2 sens. Tout à fait. Et en découvrant ces chiffres, on se partageait aussi, un autre constat sur, le fait que ces collaborateurs plus jeunes, de par peut-être leur lien vis-à-vis du logement Mmh. notamment, leur précarité aussi, Mmh. économique, alors sur leur contrat de travail, mais de manière encore plus large dans la société dans laquelle ils évoluent aujourd'hui, sont peut-être plus promptes à essayer de trouver, finalement, le meilleur arbitrage, heu Oui, par rapport à ça. ils hésitent moins à quitter un emploi lorsqu'ils sont mal logés ou qu'ils ont des temps de trajet importants et cherchent à trouver un équilibre économique entre leur logement et leur situation professionnelle. Et les jeunes sont majoritairement plus mal logés aujourd'hui qu'il y a une génération, donc ça joue certainement dans cette instabilité économique. Mmh, tout à fait. Hem et effectivement, sur cette partie de rétention, donc nous avons calculé ce qu'on appelle chez nous l'indice de rétention, sur la population française. Donc comment se lit cette matrice? Vous avez à l'horizontale la perception globale. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que c'est une entreprise où il fait vraiment bon travailler et à la verticale, nous avons cette autre question, de notre modèle: «Je veux travailler longtemps dans cette entreprise». Sur ceux qui ont répondu «oui» aux 2 questions sont dans le bloc rouge, forte culture de confiance. Vous voyez que nous atteignons 45, si nous prenons la population active française, donc bon, qui n'est pas ce n'est pas, C'est pas effecti si mal. ouais, c'est pas si mal, ce n'est pas alors mais il y a de la marge de progrès puisqu'on a fait ce travail aussi auprès, donc des meilleures entreprises en France, les best workplaces et nous arrivons à 78 sur sur ce bloc culture de confiance. Donc le chemin pour être enfin, donc c'est donc ce n'est pas inéluctable, il y a de l'espoir. Mais effectivement, même 45, peut-être que ça peut être déjà un bon signal. C'est bien d'identifier les leviers pour aller se rapprocher des meilleurs. Tout à fait, absolument. Le deuxième facteur que l'on souhaitait, partager avec vous, c'est, le sujet de la RSE. Vous n'êtes pas sans savoir que, le CSRD, est arrivé, donc c'était déjà le cas en 2024, ça va l'être d'autant plus en 2025. Donc il s'agit, d'une nouvelle directive européenne qui fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier, qui concernent, pour l'instant les grandes entreprises et les PME cotées en bourse et qui va en fait, obliger, en tout cas ou on va dire, encourager les entreprises à davantage de transparence, sur leurs actions, RSE, ESG. Hem et donc ça nous semblait être important de vous le rappeler puisque ça aura probablement, des impacts aussi sur la partie RH et sur la partie aussi communication interne de toutes les actions que vous menez. Et vu qu'on partageait des chiffres européens, autant, partager aussi l'actualité européenne, sur ce sujet.
Bon, alors sauf que, il y a un petit peu de chemin à parcourir, puisque en France, quand on demande aux actifs français, donc est-ce qu'ils ont l'impression que l'engagement RSE de leur entreprise est suffisant? Eh bien, on se retrouve avec un 49 positif. Alors on pourrait se dire presque proche de la moyenne. Étant donné de là où on Mmh. vient, c'est déjà bien. Forcément, bon, notre objectif, c'est que ça augmente, d'année en année, sachant que tout ce qui est enfin, c'est assez intéressant puisque est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement ou est-ce que c'est mal communiqué ou pas assez communiqué? Ça, c'est vrai que c'est toujours un sujet, que l'on se pose en regardant ce chiffre. Et on se rend compte qu'au niveau européen, on a un petit peu près, à peu près la même tendance. 48% des Européens estiment que les décisions de leur organisation bénéficient à la société, donc on est à peu près sur les mêmes chiffres. Et vous voyez qu'il y a deux autres chiffres qui sont partagés ici. 44% des collaborateurs conviennent que la direction communique clairement sur l'impact de l'organisation. Donc là, on a effectivement un travail quand même, parce qu'on a moins de la moitié qui sont convaincus d'une bonne communication. Et 42% des collaborateurs estiment que les personnes engagées dans la démarche ESG/RSE reçoivent suffisamment de soutien. Donc on a là aussi un vrai sujet d'identification des personnes ressources au sein des organisations sur ces sujets et comment on peut leur donner peut-être plus de temps, plus de budget, plus d'écoute et de sponsoring au plus haut niveau. D'ailleurs, en parlant de plus haut niveau, on se rend compte au niveau européen que les dirigeants ne sont pas forcément alignés avec les collaborateurs sur l'impact de leurs actions d'ESG/RSE. En fait, c'est comme si les dirigeants se surestimaient les actions qu'ils menaient, ou alors s'ils ne se surestiment pas, ça veut dire qu'on a vraiment un sujet d'embarquement et de communication. Vous voyez sur votre droite donc ce graphique. Donc les collaborateurs répondaient à la question: est-ce que les décisions business de mon organisation améliorent de manière significative l'environnement, la société ou le bien-être humain? Eh bien, ceux qui ont répondu vrai, vous voyez que l'écart entre les collaborateurs et les dirigeants est quand même de 16 points. Entre ni l'un ni l'autre ou ne sait pas, on est sur 11 points. Et quand ils disent tous faux, là, pour le coup, ils se retrouvent assez proches. Donc, on a effectivement ce sujet d'écart. Tout ça reflète une distance hiérarchique entre le discours d'un dirigeant qui est perçu par les personnes sur le terrain comme étant très éloigné de la réalité. Et c'est là où il y a parfois un sentiment de dissonance entre un discours qui sonne bien et puis une réalité où on se dit mais ça ne correspond pas du tout à ma réalité. C'est un peu ce que j'appelle familièrement le radar à bullshit. Qui est très fort chez beaucoup de collaborateurs, notamment aussi des jeunes qui ont été habitués à être sensibles à cette dissonance potentielle entre un discours qui sonne bien et puis une réalité où on se dit mais c'est vraiment n'importe quoi. Tout à fait. Et sachant que a été identifié dans notre enquête Europe les éléments à travailler pour justement améliorer le score sur cette question de perception des actions ESG. Et en fait, il y a 3 questions qui sont ressorties, qui je pense, et je l'espère, ne vont pas vous surprendre. Il y en a 2 qui justement sont très liées à cette histoire de posture, de dissonance. La première, c'est les dirigeants incarnent pleinement les valeurs de l'organisation, au-delà de la RSE ou quoi que ce soit. Vraiment. C'est vraiment cette idée d'exemplarité. En fait, on ressent tous que l'exemplarité managériale est ce qui a le plus d'impact dans la perception. Donc, un dirigeant qui dit pour moi, ton bien-être compte, mais qui est présent au bureau très tard le soir, etc., qui montre bien que le respect des temps de vie, c'est pas un sujet dans sa vie quotidienne, n'incarne pas les valeurs qu'il prétend mettre en avant. Tout à fait. C'est vrai qu'on a aussi donc la troisième question: le management est honnête et éthique, sachant que ça, c'est une éthique à l'intérieur de l'organisation, mais éthique aussi dans ses relations de business avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Ça aussi, ça peut effectivement jouer, toujours dans le même sujet d'exemplarité, de dissonance, etc. La troisième question qui ici sur le graphe est la deuxième, c'est: nous mettons en avant les collaborateurs qui cherchent à innover ou à améliorer nos façons de faire, quel qu'en soit le résultat. Donc là aussi, il faut se dire sur toutes les transformations, que ce soit sur la RSE, on verra ça aussi sur l'intelligence artificielle, ça fonctionne d'autant mieux si dans la culture de l'entreprise, il y a des pratiques RH, managériales qui permettent aux collaborateurs finalement d'apprendre en marchant. Parfois, on se plante, mais on apprend de ses erreurs et quel qu'en soit le résultat, eh bien, on est valorisé parce qu'on s'est impliqué, parce qu'on a donné des idées. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose à vraiment
bien considéré parce qu'on n'est pas sur des petits changements. On est vraiment sur des choses qui peuvent modifier profondément les manières de faire. Alors notre facteur 3, c'est l'IA, donc l'IA générative en particulier, qui naturellement a fait grand bruit ces 2 dernières années. Alors en France, où en sommes-nous quand on leur demande si ils ont un bon niveau de connaissance de l'IA et de l'impact de l'IA sur le travail? Eh bien, nous avons 21% positifs quand on prend l'ensemble des salariés français. Donc, alors, qui ne nous a pas, alors c'est assez bas, mais ça ne nous étonne pas forcément puisqu'on est encore au début entre tout ce que l'on entend, mais et ce qui se passe réellement dans les organisations. Et en plus, ça dépend du secteur, ça dépend des métiers. Certains sont plus ou moins Et impactés. puis on est dans une période de bulle où on en parle tellement, chaque entreprise a besoin de dire IA pour pouvoir générer des investissements, de la confiance, etc. Et donc les 21%, ça traduit peut-être aussi finalement une manière de garder un peu la tête froide, de se dire bon, on verra. Et peut-être qu'aujourd'hui on est dans un discours qui en fait trop sur l'IA et peut-être que l'impact sur le travail ne concerne pas tout le travail, mais seulement certains métiers pour l'instant. En tout cas, les IA génératives ne concernent pas toutes les tâches des individus au travail. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a regardé en faisant le distinguo entre manager de proximité et non manager. Alors là, ça ne nous a pas forcément choqué qu'il y ait une différence entre les deux, puisque souvent les niveaux, enfin ceux qui ont un poste de management sont normalement un petit peu plus embarqués dans les projets de transformation. On pourrait quand même s'attendre à un petit peu plus que 23% pour les managers de proximité, mais encore par rapport à ce qu'on s'est dit, tout dépend quels sont véritablement leur secteur d'activité, etc. Et puis il y a tellement de choses dans l'assiette des managers de proximité que ça c'est à peu près normal que ce soit pas encore tout à fait au niveau. Oui, puis une interprétation était que les managers, qu'ils soient de proximité ou pas, ont tendance à davantage utiliser les IA génératives pour générer des slides, pour générer de l'écrit, là où des collaborateurs peuvent ne pas avoir les mêmes tâches dans leur quotidien et ne pas estimer que les IA génératives ont un impact sur eux. Et sachant qu'une fois qu'on s'est dit ça au niveau France, on a regardé ce qui se passait au niveau européen. Et effectivement, on voit sur le graphique qu'ils sont 34% des collaborateurs à déclarer souhaiter, enfin être enthousiastes quant à l'idée d'utiliser de l'IA. Donc ces 34%, bah, ma foi, c'est assez intéressant. C'est un score qui est tout à fait honorable, encore une fois, sur quand on prend en considération les secteurs présents en Europe, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ils sont multiples et en fait, toutes les tâches, tous les jobs, en fait, n'ont pas forcément pour l'instant, ne sont pas objets d'application pour l'intelligence artificielle. Et donc, on a quand même cet enthousiasme. Au contraire, l'enthousiasme est relativement bas parce que ça traduit aussi une grande anxiété. Une grande anxiété par rapport à des conditions de travail qui pourraient se dégrader, par rapport à parce que si vous gagnez en productivité, mais qu'on vous redonne beaucoup plus de travail, ou bien qu'on embauche moins, ou bien que on vous dit qu'on n'a plus besoin de vous, en tout cas dans les mêmes conditions, l'incertitude liée à quelles tâches seront les miennes demain quand une partie de ces tâches sont automatisées, c'est une incertitude qui est aussi une incertitude économique et qui traduit probablement de l'anxiété du côté des collaborateurs. En tout cas, quand on regarde ce 34%, on pourrait s'attendre à ce que l'entreprise puisse donc profiter de cet enthousiasme, alors qu'il soit voilà, partagé ou non. Mais effectivement, on se rend compte que sur leur perception des investissements de leur entreprise dans les outils d'IA, on arrive à 25% positifs. Donc là, il y a effectivement un petit gap entre les deux. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'investissement? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas forcément communiqué jusqu'aux collaborateurs? C'est aussi une possibilité. Est-ce que c'est parce qu'il y a des usages secrets de l'IA, des IA, c'est-à-dire des collaborateurs qui utilisent des IA pour gagner énormément de temps, mais qui préfèrent que leur manager ne le sache pas, de peur qu'on leur donne davantage de travail ou qu'on leur reproche en fait d'avoir fait leur travail en 1 heure au lieu de 3? Oui, c'est vrai c'est assez courant d'entendre beaucoup parler de shadow IA, donc de fait d'utiliser ces outils sans vraiment en faire publicité. Comme si c'était de la triche, hein, comme tricher à un examen où je veux pas qu'on sache que j'ai utilisé ChatGPT pour répondre à mes questions. Tout à fait. Et là, bon alors ça aussi, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas non plus, c'est le fait que sur ces investissements, les dirigeants sont plus informés.
Encore heureux, envie de dire, mais sur ce sujet donc est-ce que mon organisation investit dans l'utilisation d'outils d'IA? Pour les dirigeants, on arrive à 45%, les managers intermédiaires 34%, et quand on prend collaborateurs et managers de proximité, donc managers directs, 22%. Donc voilà, on sent. Alors, est-ce que si on a, enfin, est-ce qu'il y a un enjeu de effectivement de communication? Est-ce qu'il y a un enjeu aussi de fléchage de ces investissements où ben, tous les collaborateurs, de par leurs tâches, ne sont peut-être pas au courant et n'ont pas vocation à Pas l'être. concernés, voilà, c'est ça. Voilà. Sachant donc comme pour la RSE, on a identifié quelles étaient les trois sources finalement, les trois questions, les trois sujets sur lesquels travailler pour justement gagner en maturité sur l'utilisation de l'IA. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trois sujets. Le premier, c'est sur la mise en avant des collaborateurs qui cherchent à innover, quel qu'en soit le résultat. Donc finalement, une des questions similaires avec la RSE, hein, le fait d'avancer en marchant. Parfois, on se plante, mais on est quand même valorisé parce on apporte des idées. La deuxième question, bah, c'est la formation. J'ai envie de dire, c'est une évidence, mais il vaut mieux qu'on se le dise. Et puis, le troisième point, c'est l'association des collaborateurs aux décisions et un impact sur leur travail. Et là, je rejoins ce que nous a partagé Laetitia sur aussi le fait d'avoir un accompagnement au changement vis-à-vis de cette incertitude éventuelle portée par la mise en place de ce type d'outils. Et quand on associe les collaborateurs aux décisions, eh bien, et que c'est dans la culture de l'entreprise dès le départ, eh bien, c'est un réflexe qu'on aura aussi pour l'IA, et donc ça va probablement aider à son adoption. Et la question qui se pose là, c'est à qui appartient le gain de productivité, si gain de productivité il y a? Si j'ai gagné 1 heure dans mon travail, est-ce que c'est 1 heure qui est pour moi? Est-ce que c'est 1 heure qui est pour l'entreprise? Comment est-ce que cette heure est utilisée? Est-ce qu'on me donne plus de travail ou pas? Donc le fait d'être impliqué dans ces décisions sur quelles conséquences ça va avoir, en fait, sur moi, mon travail, ma journée, mon quotidien, c'est évidemment essentiel pour embarquer les gens, et pas avoir justement ce que tu appelles le shadow IA, ces comportements qu'on va cacher pour ne pas, en avoir des conséquences négatives. Et sachant que sur ce point-là, on pourra vous partager dans le chat les articles que nous avons produits justement sur l'intelligence artificielle. On a notamment eu la chance d'interviewer un docteur en philosophie sur ce sujet, qui a été assez clair sur le fait que pour lui, eh bien l'utilisation de l'IA, ce n'est qu'un outil dans un contexte normé. Et en fait, si on ne remet pas en cause nos normes, alors notamment celle de la productivité, en fait, c'est difficile de croire que ça va être une révolution sur nos temps de travail, notamment, ou sur la qualité de nos tâches. Pour lui, il se disait que ça pouvait tout à fait être en fait remplacé par la même tâche mais volumétrie plus forte, soit d'autres tâches, mais peut-être pas effectivement du temps rendu pour faire autre chose. En tout cas, je vous laisserai parcourir son interview qui est vraiment super intéressante. Ensuite, nous arrivons sur notre facteur numéro 4, sur la flexibilité des modes de travail. Alors là, on parle bien des modes de travail, donc le lieu et le temps. Notamment en parlant du lieu, on a d'abord ce chiffre qu'on voulait vous partager au niveau européen sur le travail hybride. Et on se rend compte que nous avons quand même une majorité de collaborateurs en Europe qui travaillent sur site, 65%. Nous en avons 26% en hybride et 9% à distance. Donc là, premier point, c'est que comme en France, comme en Europe, eh bien, on a quand même une majorité de personnes qui n'ont pas d'emploi télétravaillable. Et pour certaines, qui ont des emplois télétravaillables mais ne peuvent pas le faire. D'où aussi regarder ce qui se passe au niveau des différents pays. Et sur la slide suivante, on vous montrera par secteur. Notamment d'un pays à l'autre, on voit que sur cette flexibilité du lieu, eh bien, c'est assez disparate. Le pourcentage de collaborateurs qui choisissent où ils travaillent, la moyenne, c'est 39% en Europe. Alors, nous voyons que la France est un petit peu en retrait, 33%. Et on a certains pays, Pays-Bas, Scandinavie, qui en fait sont les plus offrants pour ce sujet de flexibilité du lieu. Et on a envie de penser tout de suite, ah, mais c'est une question de confiance, les Scandinaves sont capables de se faire confiance et de laisser les gens travailler où ils veulent. Mais ça n'est pas que ça. C'est évidemment, et on va le voir à la slide suivante,
une question de la nature des emplois et de la structure de l'économie. Donc, il y a des économies dans lesquelles il y a beaucoup d'emplois liés à l'industrie du tourisme. En Italie, en France, on a beaucoup d'hôtellerie, on a beaucoup de restauration, on a beaucoup plus d'emplois qui ne sont pas télétravaillables, de travail, enfin, voilà, des métiers, je ne sais pas si on peut les appeler des essentiels, ils ne sont pas forcément toujours essentiels, mais en tout cas, pas télétravaillables. Là où, dans des pays comme les Pays-Bas, il y a énormément d'emplois qui se font derrière un ordinateur. Voilà, il y a beaucoup plus d'emplois Mmh. de cadres, voilà, dans le marketing, dans la production graphique, dans la finance, dans Mmh les mh. technologies. Et en France, on a un bon mix avec beaucoup d'emplois dans les services et dans les services de proximité. Donc, c'est évidemment d'abord ce sujet-là. Et ensuite, effectivement, il reste des Mmh. emplois qui sont télétravaillables et pas forcément télétravaillés, et où là, le sujet culturel Mmh. est prédominant. Mmh. Tout à fait. Mais donc effectivement, sur ce secteur, on se disait que, par exemple, en Italie, en France, enfin, notamment en Italie, beaucoup de tourisme, donc ben, forcément beaucoup d'hôtels, et de restauration, et donc sur ces secteurs-là, très difficile d'imaginer, une flexibilité, de lieu. Alors flexibilité de temps, on y reviendra, mais de lieu, en tout cas, c'est compliqué. Et effectivement, quand si on continue sur le travail hybride, il y a aussi une dissonance entre ce que souhaitent les collaborateurs et ce que souhaite l'employeur. Vous voyez ce graphique, on leur demande, bah, où est-ce que les collaborateurs travaillent en fonction, et si c'était les collaborateurs qui choisissaient où est-ce qu'ils travaillaient eux-mêmes, eh bien, ils sont à 57 à se dire: «Bah, moi, j'aimerais bien travailler en hybride». Naturellement, on est d'accord qu'on est sur les secteurs télétravaillables, hein, sinon ça n'a pas de sens. Donc 57 qui souhaiteraient, travailler en hybride. Mais quand on demande à l'employeur où est-ce que les collaborateurs sont censés travailler, ils sont à 83 à dire sur site. Donc là, effectivement, on a cette dissonance alors que pourtant, on est sur des jobs qui sont, en théorie, télétravaillables. Et alors là, il y a un écart qui est évidemment très largement culturel, qui est très fort, qui est particulièrement fort en France, même s'il n'y a pas qu'en France qu'il y a cet écart-là, enfin, il est mesuré ailleurs aussi, où on a envie de dire là tout de suite, mais pourquoi les managers font pas confiance, ils sont pas Mmh. capables, les collaborateurs, ils ont envie d'autonomie, ils ont envie de pouvoir organiser leur journée avec plus de liberté, de choisir leur lieu de travail. Et là, il y a des questions probablement culturelles assez profondes sur la confiance au travail et les défis que pose le travail hybride pour la culture française. Je pense que le premier, c'est le fait qu'on a un leadership un peu plus hiérarchique que le leadership scandinave, qui fait qu'on a plus de couches de managers qui se trouvent un peu démunis face à l'horizontalisation de la communication qui est provoquée par le travail hybride et par le télétravail. On est sur des outils numériques, des outils collaboratifs, et on perd un peu les codes de notre structure hiérarchique, de nos rapports de pouvoir, hein, au sein de cette hiérarchie. Le deuxième sujet, c'est le fait que dans la culture française, il y a une dimension affective de la confiance qui est un peu plus forte que chez les Allemands ou les Américains au travail. Donc, chez les Allemands ou les Américains, c'est la confiance cognitive qui domine, c'est-à-dire le fait qu'on a été fiable au travail, qu'on a été ponctuel, qu'on a rendu un travail de qualité, alors qu'en France, on va avoir un peu plus besoin de prendre le café ensemble, de déjeuner, ou en tout cas de passer du temps ensemble pour développer quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, en fait, de l'amitié, de presque l'intimité, le fait de se connaître, de bien s'aimer, etc. Donc c'est toujours un mélange des deux, mais dans la culture française, la dimension affective, elle est un petit peu plus forte. Donc voilà, c'est ces deux critères culturels qui expliquent ce décalage et les difficultés plus grandes en France apportées par le travail hybride. Et alors que pourtant, quand les collaborateurs ont la possibilité d'être en travail hybride, quand ils le peuvent naturellement, et bien, on se rend compte qu'ils ont aussi, ben, des perceptions beaucoup plus hautes, sur un certain nombre d'items, que ce soit la satisfaction collaborateur, leur niveau de rétention, leur souhait aussi de recommander leur entreprise, et aussi, la perception de la satisfaction client. Ce sont des vases communicants. Donc là, vous voyez, hein, qu'on a 8 points, 8 points d'écart entre ceux qui sont sur site ou ceux qui sont en hybride sur leur satisfaction collaborateur, 7 points sur la marque employeur, etc. Donc, ce n'est pas négligeable de travailler sur ces sujets. Sachant qu'effectivement, en France, on a aussi ce point-là,
est-ce que ça va vraiment évoluer ou pas? Notamment, on a 44% des Français qui peuvent télétravailler lorsqu'ils l'estiment nécessaire. Alors encore une fois, sur les ceux qui peuvent le faire, enfin qui ont un métier, qui peuvent leur laisser cette possibilité. Et le 44% donc est un petit peu faible. Donc là, on rejoint les sujets peut-être culturels dont parlait Laetitia. Le troisième que j'ai oublié d'ailleurs, c'était le rapport à l'écrit et à la communication écrite, où en France, on se repose beaucoup dans la vie de travail sur l'implicite, sur des éléments de contexte, et à l'écrit, il faudrait pouvoir absolument toujours tout récapituler pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. Là, on a encore beaucoup de progrès à faire dans une culture de l'écrit qui est plus inclusive et où les Américains, par exemple, font mieux que nous parce qu'ils ont l'habitude de toujours résumer, récapituler, redonner l'information, remettre à niveau et être absolument explicite tout le temps. Donc, il y a encore un peu de progrès à faire là-dessus. Tout à fait. Et on parlait de flexibilité de lieu, flexibilité du temps cette fois-ci. Donc, alors en France, nous avons quand même quelques organisations qui ont travaillé et qui pratiquent la semaine de 4 jours. Et le saviez-vous? Une expérimentation de grande ampleur va prendre place en France en 2025, donc initiée par l'association 4 Day Week Global, donc qui notamment a aussi porté d'autres expérimentations en Europe. Au Royaume-Uni, ça a été la plus grosse, dont on a beaucoup parlé déjà l'an dernier. Et puis cette année, en Allemagne, un grand nombre d'entreprises qui sont impliquées dans un test, dans une phase de test. Donc la France va suivre et on a maintenant des tas de données à l'échelle de toute l'Europe. Donc c'est quand même, on commence à être équipé en arguments pour dire que justement la semaine de 4 jours apporte énormément de bienfaits pour les collaborateurs, qui sont plus reposés, qui s'absentent moins. Il y a moins d'arrêts de travail dans les entreprises qui l'ont mis en place. Ils sont plus productifs, ils sont beaucoup plus performants et que, au bout du compte, beaucoup d'entreprises s'y retrouvent et que ça n'est pas aussi coûteux qu'on pourrait penser que ça l'est. En tout cas, sur ce point-là, si ça vous intéresse de creuser, on a eu la chance d'animer une table ronde en début 2024. On pourra sans doute vous passer le lien du replay de cette table ronde, qui était vraiment très intéressante, avec témoignages de différentes entreprises qui ont mis en place soit la semaine de 4 jours, soit des formats un petit peu différents en fonction de leur organisation. Alors, nous arrivons à notre cinquième facteur avant de passer au grand sujet de la confiance au sein du management. Dernier facteur, c'est la santé mentale, qui donc, comme je vous le disais, est une grande cause 2025 en France, mais qui se trouve être aussi un sujet au niveau Europe. En France, vous voyez que quand on demande aux salariés français est-ce que leur entreprise met en place des actions de prévention et de soutien, ils ne sont que 28% positifs. Encore une fois, est-ce que c'est un déficit de communication sur ce qui est en place? En tout cas, le résultat est là, c'est que ça risque de les bloquer sur l'usage qu'ils peuvent en avoir. Et quand on regarde est-ce que votre activité professionnelle a un impact négatif sur votre santé mentale, nous avons les non-managers qui sont un petit peu plus positifs, mais enfin qui ici est un signal négatif, donc 27%. Donc on a un petit sujet quand même sur ce point-là. On a un gros sujet Voilà. sur ce point-là. Il y a vraiment un problème. Tout à fait. Et on a donc en Europe donc ce classement où on voit la France, on est à 46% positif sur la question sur l'environnement de travail est-il psychologique sur un plan émotionnel et humain. Et on a ce score qui est quand même pas terrible. On a une moyenne européenne à 53%. Alors, on a l'Europe du Nord qui est en tête, mais qui est en tête à 65%, 64%. Alors, ce n'est pas inéluctable. Vous voyez la barre rouge, ce sont les meilleures entreprises. Donc, au niveau européen, donc vraiment toutes les entreprises, le top du top des labellisés. Et sur cette question, on arrive à 84% positif. Donc encore une fois, rien d'inéluctable, mais il faut saisir le taureau par les cornes. Ça nous amène d'ailleurs, ça nous amènera au sujet de la confiance puisque c'est très lié. Tout à fait. Sachant que s'il fallait encore s'en convaincre, naturellement, avoir une bonne santé mentale, ça permet beaucoup de choses. De nourrir la satisfaction des collaborateurs, la rétention des collaborateurs, la marque employeur, la satisfaction client. Vous voyez que les scores sont vraiment quand même excellents. On est sur du 85%, 82%, 80% et 79% quand on est dans un environnement sûr psychologiquement.
Alors, qu'est-ce que Donc, c'est la sécurité psychologique? La définition, c'est un environnement de travail où on se sent en capacité d'être soi-même, mais aussi de, par exemple, faire remonter des problèmes, d'exprimer les difficultés qu'on ressent et voilà, les soucis, ce qui va pas seulement ce qui va, mais aussi ce qui va pas, sans avoir peur de sanctions, sans avoir peur d'être freiné dans sa progression de carrière, d'être sanctionné, d'être puni. Parce que si on a peur d'être puni, en fait, on met tout sous le tapis et on se tait. mmh. Et se taire, ça n'est bon ni pour l'entreprise, qui découvre trop tard les problèmes qui auraient dû être identifiés avant, ni pour l'individu qui développe des problèmes de santé mentale. Tout à fait, tout à fait. Et donc, d'où l'importance de la confiance, donc qui est vraiment un concept qui est forcément cher alors, à nous deux, mais en particulier aussi à Great Place to Work, puisque c'est vraiment au cœur de notre modèle d'enquête et de labellisation. Et il nous semblait être important de revenir sur sa définition et sur ce que l'on peut observer au niveau français et au niveau européen. Donc la confiance, c'est quoi? Alors nous, on aime bien repartir de la recherche. Donc la confiance, c'est la volonté d'une partie de se rendre vulnérable aux actions de l'autre partie. Parce qu'en fait, on est basé sur l'attente que l'autre partie effectuera des actions qui sont importantes, sans qu'aucune forme de contrôle ou de surveillance ne soit nécessaire. Donc il y a une partie de vulnérabilité, de finalement laisser l'autre agir, parce qu'en fait, on est intimement convaincu que l'autre personne fera des bons choix pour elle-même comme pour soi-même. Donc ça, c'est ce qu'est la confiance. Euh, et en fait, cette confiance va être vraiment vectrice de performance. Vous voyez sur ce schéma, en fait, elle va aider le management à construire un leadership qui est qualitatif et ce sur l'ensemble des points de contact de l'expérience collaborateur, qui va permettre de nourrir une expérience collaborateur au jour le jour de qualité, qui va aussi imprégner la culture de l'entreprise et donc va aboutir à une performance durable. Et comment on fait pour créer cette confiance? Eh bien, c'est pas forcément le séminaire champanisé une fois par an, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des actions répétées qui, en fait, peut-être individuellement ont l'air de rien, mais qui en fait permettent de maintenir un sentiment durable de respect. J'utilise toujours cette métaphore, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que c'est super le dîner de Saint-Valentin, si c'est que ça dans l'année, ça ne va pas suffire. En fait, c'est et le dîner de Saint-Valentin, si tant est que vous le faites. Et ensuite, les petits gestes, la manière de s'adresser à la personne, les petites attentions, etc. Et ben la confiance, c'est pareil. C'est vraiment des choses comme ça du quotidien qui sont de la part des RH, de la part du manager de proximité, de la part d'un collaborateur vis-à-vis d'un autre. Donc voilà, c'est C'est la important. qualité de l'écoute Absolument, dans le quotidien. absolument. Absolument. C'est vraiment, vraiment ces choses à mettre en place et à faire vivre très régulièrement. Et la confiance, c'est vraiment quelque chose qui, ça met du temps à se construire, mais alors c'est extrêmement rapide à perdre. Donc vraiment, je vous encourage à prendre du recul sur votre culture RH, managériale, et essayer d'identifier ces moments et de les sanctuariser dans votre quotidien. Puisque quand on a cette conscience, eh bien, ça crée un impact, donc notamment un impact financier et économique. Donc là, on a quelques chiffres qui nous viennent aussi de la recherche, notamment 6% de surperformance boursière annuelle, donc du top 50 des entreprises du classement Best Workplaces US en temps de crise. Donc ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Donc Best Workplaces US, donc c'est le classement des meilleures entreprises de nos collègues outre-Atlantique. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est surtout en temps de crise, c'est-à-dire que vous avez en temps de crise cette confiance qui permet en fait d'avoir un réservoir de la part des collaborateurs qui en fait vous font confiance en se disant oui bon c'est compliqué en ce Comme une moment. rente qui permet de tenir les coups Exactement, durs, en fait. exactement, exactement. Et au-delà de ça, cette confiance permet aussi, eh bien, de prendre des décisions un peu plus rapidement. On a ce côté responsabilisation qui permet, quand il s'agit d'être agile face aux difficultés, de ne pas devoir D'embarquer toute l'équipe. exactement et de ne pas devoir remonter jusqu'au DG pour enfin pour le directeur ou directrice générale pour toute décision. Et c'est ça qui permet cette surperformance. On voit aussi en France qu'on a entre 4 et 8% d'écart de rentabilité rapporté aux avoirs de l'entreprise entre les Best Workplaces France et leurs concurrentes, également en temps de crise. Donc à ne pas négliger, surtout que il semblerait que nous soyons en permacrise, donc c'est particulièrement important.
Quand on parle de confiance, on parle aussi du rôle du management. Ça, c'est vraiment important chez Great Place to Work, vraiment au cœur de notre modèle. Et quand on parle de confiance vis-à-vis du management, on va parler de 3 dimensions clés. La crédibilité, le respect et l'équité. Donc dans crédibilité, on va retrouver tout ce qui est qualité, enfin la capacité de donner une vision, de la communiquer de manière On a descendante. l'exemplarité dans la crédibilité, le fait Exactement, d'incarner absolument, ce qu'on exactement, dit, donc peut-être pas trop promettre et avoir un comportement qui est vraiment en phase avec exactement. avec les valeurs qu'on prétend défendre. Exactement. Donc ce côté intégrité, exemplarité, qualité de communication, mais aussi le fait de vraiment tirer le fil jusqu'au bout, c'est-à-dire au-delà de ce que l'on dit, comment on fait pour distribuer les tâches, recruter en fonction, etc. Donc la crédibilité, c'est pas une dimension facile, mais elle est vraiment cœur. Ensuite, on a le respect. Donc le respect, donc c'est-à-dire de donner tout d'abord les formations, les outils, les ressources aux collaborateurs pour qu'ils fassent bien leur travail. Donc c'est le respect du travail du collaborateur. Et On- l'écoute. Tout à fait. Et aussi la reconnaissance immatérielle Mmh. et aussi le respect du collaborateur dans ses idées. Donc l'écoute, le fait de donner des idées, des suggestions, les associer aux décisions, mais aussi le respect du collaborateur en tant qu'individu, donc l'équilibre des temps de vie, ce genre de choses. Son temps a de la valeur. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, on a l'équité. Donc, c'est l'équité en fonction eh bien, des reconnaissances matérielles, hein, notamment la rémunération, le partage des bénéfices, par rapport aussi au système de promotion, et aussi l'équité de traitement, qui que l'on soit donc dans un collectif, en fonction de l'âge, du genre, etc. Et par rapport aux règles, les règles sont les mêmes pour tous. Tout à C'est fait. là où les Européens du Nord ont une petite avance, parce que nous, on a souvent des cultures où il y a les règles pour monsieur, madame, tout le monde, et puis pas pour ceux qui Mm, sont au sommet. mm. Quand il y a des règles et quand il y a un cadre, ce cadre s'applique à tous. Ça, c'est vraiment aussi la notion d'équité, je pense, c'est impulsable. Tout à fait. Et donc, quand on regarde les questions donc, de notre modèle qui sont liées à ces 3 dimensions managériales, eh ben, ça nous fait 41 questions. Et donc, on a regardé ce qui se passait quand on prenait l'ensemble des répondants à l'échelle européenne, et on se retrouve à 55% positifs sur ce sujet. Et quand on prend les meilleures entreprises européennes, on est à 86% positifs. Donc, encore une fois, il y a un peu de marge. Mais on pourrait dire aussi que cet écart, c'est vraiment que la confiance, en fait, quasiment. Bah, presque. En Ouais. fait, et C'est sachant que être nous, bon, c'est ouais, créer un climat de ouais, confiance. exactement. Et sachant que juste pour votre information, nous, on considère qu'une entreprise est certifiée à partir de 65% sur l'ensemble des questions. Donc, pas que ces 41, parce que pour votre information, nous avons 60 questions dans le questionnaire, mais les 41 pèsent lourd, lourdement. Donc, voilà. Donc, si on n'atteint pas nos 65%, c'est un peu, pour nous, c'est un signal. Et effectivement, on voit que c'est quand même assez disparate. Donc, en fonction des pays, on a une moyenne de 55%, comme on se le disait à l'échelle européenne. Et la France, donc nous voilà à 49%. Là, on est en dessous. Voilà, donc un Ce qui sujet. correspond à tous les travaux sur la confiance et les différences culturelles où la France est à la traîne sur la notion de confiance dans toutes les dimensions. Confiance dans les institutions, confiance dans le fait qu'il n'y a pas de corruption, confiance dans les corps intermédiaires et dans la direction quand on est dans une organisation. Tout à fait. Euh, une chose aussi que l'on souhaitait vous partager, c'est que cette confiance, c'est forcément la confiance des collaborateurs vis-à-vis de l'organisation, mais ça ne se crée pas comme ça ex nihilo. Pour ce faire, il faut un alignement managérial, c'est-à-dire une confiance qu'on appelle d'abord horizontale au sein de l'équipe de direction. Donc il faut que ce soit une équipe soudée, alors qui peut avoir ses désaccords, mais une fois qu'on est sorti de la réunion du comité de direction, on tient le même discours et on tient le cap à la même direction. Avec un consensus qu'on a Exactement, réussi à construire. exactement. Et en fait, cette confiance horizontale va permettre une confiance verticale entre les membres du comité de direction et leur management intermédiaire et de proximité, qui en fait est vraiment, alors ça c'est vraiment les acteurs clés de la confiance. Sans eux, eh bien, le comité de direction, il ne peut pas atteindre l'ensemble de ses collaborateurs. Donc il faut vraiment que ce management intermédiaire et de proximité soit convaincu du sens de leur propre travail et qu'ils puissent comprendre clairement comment atteindre leurs objectifs. Là aussi, un sujet d'éviter absolument la dissonance. Ah oui. Il faut qu'il y ait une cohérence, que ce consensus, on y adhère
vraiment Mmh. pour que ça soit crédible, de l'extérieur et que la confiance verticale puisse être développée. Tout à fait. Et en fait, c'est grâce à cet embarquement des managers intermédiaires et de proximité qu'on va avoir finalement le respect de ce qu'on appelle le contrat relationnel, entre, ben, le collaborateur et l'entreprise, grâce à ce relais, primordial. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, Mmh. que se passe-t-il, notamment en Europe? Eh bien, bon, les dirigeants, sont déconnectés, ils se surestiment. Donc, ce qui fait que nous avons, un petit problème d'alignement. Donc là, notamment, vous voyez sur ces chiffres, un ratio. Alors, à quoi ça correspond? En fait, on a regardé quel était, le pourcentage de réponses positives sur la question, de perception globale. Donc dans l'ensemble, je peux dire que c'est une entreprise où tu fais vraiment bon travailler. On a regardé ce que disaient les dirigeants et on a regardé ce que disait tout le reste de l'entreprise. On a fait un ratio. Quand c'est égal à 1, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Donc là, c'est pas mal parce que ça veut dire que c'est connecté, il y a un bel alignement. Le problème, c'est que quand c'est inférieur à 1, ça veut dire que les dirigeants sont beaucoup plus positifs que que le reste de l'organisation. En soi, c'est pas forcément un mal parce qu'on a besoin quand même que le dirigeant croit en son projet d'entreprise. Mais il faut pas que cette dissonance soit trop forte. Or là, on trouve quand même que ça se voilà, la dissonance se fait de plus en plus forte jusqu'à la France, qui est quand même, en bottom 3 du Ouais, classement. France, Italie, Pologne 0,6, c'est que l'écart est vraiment énorme. Alors à la fois une distance entre, le dirigeant et la personne qui le vit et puis surtout une distance perçue dans la réalité du discours. Ouais, tout à fait. Et ce qui fait que nous voulions vous partager, ce graphique. Alors, on va prendre le temps de l'expliquer parce qu'il n'est pas forcément très simple. Donc sur ce tableau, vous avez, 2 choses. À l'horizontale, donc c'est, ce ratio, donc on a pris, toujours la perception globale. Qu'en pensent les collaborateurs et les managers de proximité d'un côté et qu'en pensent les managers intermédiaires? Pour savoir s'il y avait une dissonance au niveau du management intermédiaire. Si c'est encore une fois, hein, si c'est égal à 1, donc c'est-à-dire les deux colonnes du milieu, ça veut dire que ils sont d'accord. Ensuite, à la verticale, on a fait le même travail, mais en mettant d'un côté les dirigeants, de l'autre côté tout le reste de l'entreprise. Donc un peu comme la slide précédente. Si on est égal à 1, donc c'est-à-dire entre, alors là, bon, on pourra mettre une petite échelle, mais au milieu de la ligne supérieure, ça veut dire qu'ils sont d'accord. L'objectif, c'est que tout le monde soit d'accord. Et donc, qu'on soit dans la case numéro 1, où on voit la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, etc. Et d'ailleurs, les meilleures entreprises européennes. Et en fait, les dirigeants, là, ça veut dire que les dirigeants sont bien en contact avec les managers intermédiaires, qui sont eux-mêmes bien en contact avec les collaborateurs, les managers de proximité. Donc là, c'est jackpot. Quand Ça veut dire on que la ouais, communication passe bien. ouais, Donc tout vraiment, à il y a des fait. protocoles de communication qui sont efficaces et où le message, passe sans être altéré, sans être, dégradé. Absolument, absolument. Quand on passe sur, la case numéro 2, donc plus à droite du graphique, là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas, forcément de difficulté entre, les dirigeants et le reste de l'organisation, mais en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a une différence de perception entre, d'un côté, collaborateurs et managers de proximité, et de l'autre côté, les managers intermédiaires et en défaveur des managers intermédiaires. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que même si le dirigeant, ne voit rien et est très aligné, bah, parfois, c'est, les relais, qui sont en difficulté. Et ici, eh bien, ce sont les managers intermédiaires qui ne se sentent pas nécessairement soutenus. Donc, quelque chose à faire sur ce rôle-là. Je le trouve très compliqué ce graphique parce qu'il y a tellement de facteurs entre les différences de nature de leadership où il y a plus ou moins de couches de Mmh mh. hiérarchie. Ça va pas être par exemple, plus ou moins de niveaux de managers intermédiaires, entre évidemment des secteurs dans lesquels, la nature des relations managériales vont être, variables. Je trouve ça très compliqué à comprendre et à faire la part des choses. Je t'avoue, j'ai du mal à interpréter, Oui, et complètement je ce pense qu'à mon avis, c'est le comment? C'est la partie, c'est le fait que ce soit une moyenne et que ce soit autant macro. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, construire, de notre côté auprès, ben, des entreprises que nous accompagnons, client par Mmh. client, avec aussi leur manière d'être structurés en termes de hiérarchie et par rapport à leur secteur et donc, leur culture nationale également. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à cette échelle-là, voilà, ce sont des points, qui sont là pour nous interroger et pour utiliser justement cette manière peut-être de relire les chiffres un petit peu différemment. Peut-être si on continue quand même sur la case 3 et 4, la numéro 3, donc on se retrouve avec des dirigeants
déconnectés, mais aussi des managers intermédiaires déconnectés. Donc les deux populations étant plus positives que les managers de proximité. Et en numéro 4, eh bien, nous avons les dirigeants déconnectés parce qu'en fait, trop positifs par rapport aux managers intermédiaires de proximité et collaborateurs. Donc là, notamment, on retrouve la France avec un dirigeant qui est là-haut et finalement tout le reste de l'entreprise un petit peu plus bas. Donc voilà, d'où l'importance, et sachant que les managers intermédiaires sont effectivement la clé de la satisfaction collaborateur. On se le disait, voilà quelques chiffres au niveau européen. On se rend compte que chez les Best Workplaces Europe, eh bien, l'écart entre managers intermédiaires et dirigeants sont plus réduit de 5 points. C'est normal qu'il y en ait un petit peu, mais là, on est bien. Alors que quand on prend toutes les entreprises européennes, on se retrouve avec un plus 11 qui, à notre goût, est un petit peu élevé. Donc voilà ce qu'on avait à vous partager sur l'ensemble de ces points entre donc nos 5 facteurs disruptifs et comment la confiance pouvait être un levier. Bon, sachant que même sur la confiance, on a encore un petit peu de travail, que ce soit au niveau français et au niveau européen. On va regarder si on a quelques questions pour prendre 10 minutes pour regarder ces différents éléments. Alors, donc on nous demande c'est quoi la définition de l'hybride? Alors là, en l'occurrence, c'est un mode de travail donc qui permet de travailler donc en partie de chez soi et en partie au bureau. Donc on n'est pas sur du distanciel 100%, on n'est pas sur du site 100%, on est sur un hybride. Après, le pourcentage dépend des organisations. Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est 2 jours par semaine? Est-ce que c'est pas flexible? Exactement. Ça peut être 3 jours sur site, 2 jours en télétravail, ou 2, 3. Enfin voilà, il y a beaucoup de. Souvent, je dirais que le cas le plus fréquent dans les entreprises françaises, c'est 2 jours de télétravail par semaine. Oui, tout à fait. Je sais pas C'est si ce vous qu'on avez des observe. chiffres Oui, oui. là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on observe aussi de manière assez empirique, 2 jours par semaine. Tout à fait. Ensuite, nous avons une autre question. Donc, quelles sont les différences des avantages fournis par les entreprises en cas de télétravail? Donc, participation aux frais de transport, de matériel fourni, de sécurité du travail à la maison, d'assurance. Alors, si on est sur une échelle échelle européenne, je dois bien avouer que je ne suis pas, je n'ai pas tous les éléments en tête. À l'échelle française, effectivement, ça va dépendre de la taille de l'entreprise et des moyens qu'elle peut y mettre. Cela étant, il est vrai qu'on doit se rappeler que si on est en train de télétravailler de chez soi, l'entreprise se doit de vous permettre de télétravailler dans de bonnes conditions. Légalement. Donc, il y a eu des négociations voilà. qui ont été faites, hein, ça fait partie maintenant du dialogue social, ce genre de sujet. Donc les syndicats s'en sont emparés dès les confinements où tout d'un coup la question s'est posée. On s'est posé la question de qui paye l'électricité, le chauffage, qui paye les cafés, qui paye mon abonnement internet, mon fauteuil ergonomique. Et puis quand les individus ont dû s'équiper différemment et puis surtout aménager leur espace de travail à domicile alors que leur logement s'y prêtait pas forcément, il y a des gros investissements qui ont été faits. Pour l'instant, on est encore très en dessous de ce que pourraient faire les entreprises pour permettre des meilleures conditions de travail à domicile. Et certaines, justement, face à ces sujets-là, disent bah non, mais revenez plutôt au bureau. Là où, par exemple, dans un pays comme les Pays-Bas, où on télétravaille beaucoup depuis très longtemps, et où on a ce cliché, hein, les Pays-Bas, les Néerlandais, ils comptent leurs sous. Ils comptent leurs sous au travail aussi, et donc il y a vraiment beaucoup d'accords qui sont signés avec les employeurs sur le paiement des cafés, du papier toilette, voilà, toutes ces choses-là que l'on fait au travail à la maison. Et puis enfin, c'est vrai que sur les télétravailleurs, ils s'inspirent aussi de ce qui se fait chez les entrepreneurs, où chez les entrepreneurs, on a ce système de passer en note de frais une partie de son loyer parce qu'il y a une pièce qui est dédiée au travail, des abonnements internet, etc. Donc on est encore on a fait des progrès, mais on est encore au début et on voit qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans les négociations avec les employeurs sur, en fait, ça fait partie du place to work, hein, l'espace domestique dans lequel on passe une partie de son temps de travail.
avec aussi quelque chose. Enfin, on en a un peu parlé sur les jeunes et l'accès au logement. Ça, c'est vrai que c'est un sujet parce on parle beaucoup de télétravail en pensant que chacun, enfin qu'on a vraiment une pièce à dédier à ça chez soi, ce qui est pas toujours le cas, hein, surtout quand on est. Rarement Alors le cas quand on est un voilà. urbain. Je ne sais pas où sont nos auditeurs, mais en tout cas, par exemple, les bureaux de Great Place to Work en France sont à Paris. Bon, bah, à Paris, l'immobilier fait que les plus jeunes collaborateurs, alors même d'ailleurs les plus anciens, l'immobilier n'est pas forcément peu cher, et on se retrouve aussi avec des personnes qui n'ont pas la capacité, hein, d'avoir vraiment cette pièce dédiée. Donc avec peut-être une réflexion sur Pas la sur ce point-là. capacité, où il y a des enfants en bas âge qui sont Alors gardés à aussi pour domicile et qui empêchent de bien se concentrer. Donc la réflexion, elle porte aussi sur des tiers-lieux, des abonnements à d'autres espaces qui vont être à proximité du lieu de domicile pour ne pas avoir de temps de trajet important, mais qui permettent là aussi de peut-être réduire quand même les temps de trajet, d'avoir des bonnes conditions de travail. On va souvent aussi au bureau, pas uniquement sous la contrainte, mais pour trouver des conditions de travail appropriées. Là où dans l'espace domestique, soit c'est trop petit, soit on a des colocs, des enfants, Tout à des fait. animaux, que sais-je, ou des problèmes de plomberie, et juste pas assez de place. Donc, en effet, l'espace domestique, on a énormément d'inégalités par rapport à cette pièce en plus ou pas. Tout à fait. Alors ensuite, quelle est la différence de taux de présence, arrêt maladie, absence pour rendez-vous entre les entreprises pardon, qui proposent le travail hybride et celles qui ne le proposent pas? Alors moi, je n'ai pas de chiffre de mon côté. Je n'ai pas de chiffres non plus, je sais qu'ils sont plus faibles. Il y a moins d'arrêts maladie, il y a moins d'arrêts de travail quand on a des bonnes conditions de travail hybride. Mais des bonnes conditions de travail hybride, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait cette confiance et qu'il y ait un environnement de travail qui suscite la sécurité psychologique, parce que si ce n'est pas le cas, le travail hybride peut être mal organisé. Donc les arrêts de travail ont des causes multiples qui peuvent être santé, qui peuvent être l'aidance, qui peuvent être l'insécurité psychologique et questions de santé mentale. Donc le travail hybride n'est pas non plus une baguette magique. Tout à fait. D'ailleurs, bonne transition sur donc la dernière question que nous voyons, donc sur les actions pour la santé mentale. Alors, sachant qu'on va vous mettre aussi dans le chat le lien vers notre article sur ce sujet, on a eu la chance de pouvoir écrire quelque chose qu'on va pouvoir vous partager. Je regarde en même temps les différents éléments que je peux vous partager déjà en live. Tac, 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 je regarde, oui. Alors, on a une partie, ça va être vraiment sur l'organisation du travail. Donc, l'organisation du travail, j'ai même un chiffre à vous partager un peu comme ça en direct. On a en France 54% des salariés français qui se disent encouragés à conserver un équilibre des temps de vie. Donc, il y a ce vrai sujet d'équilibre des temps de vie à prendre en considération. Notamment, on a un client qui s'appelle Claude Temple, où en fait, il y a vraiment une définition libre des horaires de travail entre le manager et ses collaborateurs. Donc ça peut être un point. Je peux ajouter par rapport à celui-là, je ne sais pas si c'est lié ou si c'est un autre que tu vas mentionner, mais c'est tout ce qui a trait à la déconnexion. Donc le fait de ne pas envoyer des emails très tard le soir, d'avoir des temps dédiés, d'avoir un respect de ce temps non connecté. Et ça, on sait que ça a un effet très fort parce que une partie des problèmes de santé mentale sont vraiment liés à cette surcharge cognitive et cette surcharge communicationnelle parce qu'on est connecté tout le temps et qu'on a des emails tout le temps qui dégradent le temps de repos, le temps de vie de famille, etc. Parce qu'on est constamment connecté. Donc tout ce qu'on peut faire qui permet d'éviter d'être constamment connecté, au moins au travail, après on a la connexion privée, mais au moins au travail, ça a des effets potentiellement bénéfiques sur la santé mentale des collaborateurs. Tout à fait. Alors, une deuxième chose aussi à prendre en considération, c'est d'accompagner les équipes dans les changements liés au travail, parce qu'en fait, il y a une partie de la santé mentale, c'est la gestion de l'incertitude. Donc, que ce soit, alors on parlait d'IA,
on parlait de RSE, si par exemple il y a des mouvements, des réorganisations, des déménagements, ce genre de choses, vraiment l'accompagnement, enfin Crise économique, ouais, le fait d'associer, géopolitique, guerre. c'est ça. Et en fait, le fait d'associer vraiment les collaborateurs sur les sujets qui vont avoir un impact sur leur vie professionnelle, eh bien, ça leur permet de reprendre la main et d'avoir l'impression d'être un peu plus en contrôle et donc d'améliorer leur santé mentale. Après, naturellement, bon, ça, on s'en est parlé, mais la relation de confiance avec le management, hein, ça, c'est clair. Notamment que ce soit en écoutant régulièrement vos collaborateurs via un système de, voilà, de remontée de météo, etc., de voir un peu ce qui se passe et prendre des décisions assez rapides quand c'est peut-être des choses, enfin des mesures soit hebdomadaires, soit mensuelles, etc. Pourquoi pas une enquête de climat social annuellement hein, pour voir si effectivement le niveau de confiance est correct. Ensuite, il y a une chose aussi, une dernière chose à vous partager, c'est qu'en fait, la santé mentale, ça peut aussi être dégradé parce qu'on a l'impression que on n'est pas nous-mêmes. Ce que tu disais très justement, Laetitia, un peu plus tôt dans le webinaire, c'est respecter les valeurs et les attentes des salariés et leur permettre d'être eux-mêmes, donc l'inclusion, mais aussi de pouvoir se déployer en tant que professionnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Un exemple, que je trouve intéressant, c'est chez Disneyland Paris, où en fait ils ont fait vraiment un travail d'identification des facteurs qui abîmaient cette inclusion. Ils se sont rendus compte que c'était surtout les visiteurs du parc de Disneyland. Et donc, ils ont fait tout un travail d'élaboration de pratiques d'accompagnement et de sensibilisation des clients pour être sûr que chaque collaborateur Disneyland Paris se sente au mieux dans son travail, soi-même, et forcément, bah, ça joue sur la santé mentale. Alors, je vois que le temps est passé. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Ah oui. Qu'est-ce que les institutions françaises font pour contribuer à ce que se développe une culture de confiance dans les entreprises? Ah Eh bah, ben, c'est pas une, grand-chose, c'est une bonne pas question. grand-chose. Il y a même un rôle Ouais, négatif des institutions, notamment l'éducation nationale, ouais. sur cette culture de la confiance qui est Mm, critiquée déjà par des auteurs comme Yann Algan depuis 10-15 ans, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment un qui s'appelle La fabrique de la méfiance, si je ne me trompe pas, qui parle du rôle de l'école dans mm. la construction d'une non-confiance envers nos institutions, qui ensuite se reflète sur le monde du travail, où on n'apprend pas suffisamment à l'école à collaborer avec les autres, à avoir des projets Mm. collectifs. Il y avait des Euh, expérimentations en Scandinavie, non? Justement sur les cours qui Beaucoup étaient d'empathie d'empathie, aussi. etc. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, effectivement, bon, déjà à la racine, je veux dire, en termes d'éducation, on a ce sujet-là. Et c'est vrai que pour le reste, alors sur les sujets d'inclusion, on a quelques petites choses. On a quand même, bon, l'index d'égalité professionnelle, peut-être un index senior à venir. Donc voilà, on a Puis au niveau quelque chose, européen, mais on ouais. a des tas de choses. Hein. Tu as parlé Mm, de mm, d'une des directives. Il y a cette haute mm. directive qui porte sur la transparence salariale qui Tout à fait, va qui va arriver. entrer en vigueur Oui. début 2026, qui va aussi jouer un rôle Mm, important et puis nous pousser, enfin, et pousser les organisations à faire mieux pour supprimer toute dissonance et mm, arriver mm, à mm. davantage de confiance. Donc, Ouais. les institutions sont aussi européennes. Tout à fait. Donc institutions françaises et européennes. Après, voilà, pour l'instant, nous ce qu'on observe, c'est que il nous faut quand même un sponsorship assez fort du comité de direction et cette vraie envie en fait de bouger au niveau de chaque entreprise. Et je trouve elle s'organise assez bien. Il y a pas mal de prises de parole, de clubs, etc. pour justement essayer d'avoir ce côté plaidoyer vis-à-vis des institutions publiques, notamment quand on parle de semaine de 4 jours, bon, qui est un sujet parmi d'autres, mais on a une entreprise LDLC qui était vraiment pionnière, qui a vraiment, je sais que le, Beaucoup le dirigeant évangélisé. a pris son bâton de pèlerin pour vraiment en parler énormément. Donc on fait, moi qui suis sur ce sujet depuis presque 10 ans, je vois quand même voilà, il y a une évolution, il y a une sensibilisation, bon, mais encore un peu de travail. Bon, je vois que le temps est passé de 3 minutes, donc merci beaucoup de votre patience, de votre écoute. Et on se donne, donc j'espère que vous avez tous les éléments dans le chat avec les différents articles et différentes ressources pour aller creuser davantage. Quant aux data européennes, donc on se donne rendez-vous en janvier 2025 pour que vous ayez vraiment accès à tout ça. Mais en tout cas, nous, on était ravis d'être avec vous, de pouvoir échanger sur tous ces sujets passionnants.
Et puis, ben, merci. Bonne journée à vous. Bon appétit. Bonne journée.